L'Union des républiques socialistes soviétiques a été l'un des plus grands pays dans toute l'histoire, littéralement le quatrième plus grand seulement après l'Empire russe lui-même. Cette dernière a été sûrement un des pays les plus importants de l'ère moderne, mais qu'est-ce exactement l'URSS et quels sont les impacts que ce pays gigantesque a causé dans le monde dans lequel nous vivons? Pour parler de l'URSS, nous devons avant savoir comment ce pays de taille titanesque a été créé. Revenons en 1895, lors de l'apogée de l'Empire russe. À cette époque, l'Empire russe était le 12e pays le plus peuplé et le plus grand d'Europe, seulement après le Royaume-Uni. Mais par contre, en comparaison à ses compatriotes dans l'ouest de l'Europe, c'était aussi un pays très pauvre. La progression de l'industrialisation et de la machinerie n'a pas amélioré la situation de la classe ouvrière dans ce pays. En fait, la situation de la classe ouvrière s'est rapidement détériorée. Les conditions de travail au début des années 1900 étaient misérables. Les travailleurs tombaient malades souvent ou mouraient à cause de longues heures de travail et des conditions insalubres. Mais ce n'est pas tout. Ce que les personnes voulaient le plus dans cette époque, c'était la liberté. Pendant la période du tsar Nicolas et de sa monarchie absolutiste, le peuple était opprimé. Les personnes avaient une très petite représentation et plusieurs protestes et révolutions demandant pour la reconnaissance des droits de la classe ouvrière ont eu lieu. Pour ce but, les Douma a créé en 1906. La Douma est une assemblée supposée d'aider avec la représentation du peuple russe par moyen d'aristocrates de la haute société. Par contre, cette assemblée ne fait qu'étendre le pouvoir de la couronne et pas à la représentation de la classe plus affaiblie. Avec la Première Guerre mondiale, les activités partisanes en Russie tsariste arrivent à leur paroxysme. En mars 1917, la révolution de février a lieu et le tsar Nicolas est obligé d'abdiquer du trône. Le gouvernement provisoire prend sa place. C'est en ce moment que les soviets sont créés dans différentes régions de Russie, car différemment de la vieille monarchie russe, le nouveau régime provisoire permet une certaine liberté de penser. Les soviets étaient des conseils du peuple, qui représentaient les ouvriers et les soldats. Les gouvernements provisoires voulaient rester dans la guerre à côté des Alliés, mais les soviets étaient formés par des soldats et des ouvriers étaient entrés souvent en conflit avec les gouvernements provisoires sur ce sujet. Néanmoins, certains des soviets plus influents gouvernaient avec les régimes provisoires. Le plus important des soviets russes à l'époque était celui de Petrograd, qui a étendu son pouvoir jusqu'à essayer de rivaliser avec les gouvernements provisoires. Ce phénomène est connu parmi les historiographes russes comme dvoïeslastie, dualité ou double puissance. Dans les soviets de Petrograd, l'influence des bolcheviks prend rapidement l'essor. En octobre 1907, Léon Trotsky est à la tête du comité du soviet de Petrograd. Le 7 novembre 1907, la milice créée par les bolcheviks, l'armée rouge, prend contrôle du palace d'hiver à Petrograd. Les membres du gouvernement provisoire sont emprisonnés ou forcés à fuir. Les bolcheviks prennent rapidement contrôle d'une grande partie du territoire russe et la guerre civile russe éclate. Après la prise du pouvoir par les bolcheviks, les différents opposants du nouveau régime et les morceaux restants du vieux régime se regroupent pour former l'armée blanche, des opposants à l'armée rouge des bolcheviks. Les bolcheviks, dans leur part,
remplissent leur promesse d'arrêter la guerre contre l'Allemagne, et le traité de Brest-Litovsk est signé en mars 1918, après que l'Allemagne avait profité du chaos de la Révolution pour expandre grandement leurs frontières. Mais au moins maintenant, l'Allemagne et la Russie n'étaient plus officiellement en guerre. La guerre civile russe dure 6 ans et cause entre 7 millions et 12 millions de morts. L'Armée rouge sort victorieuse et avec la fin de la guerre, les traités relatifs à la formation de l'Union des républiques socialistes soviétiques est approuvé le 30 décembre 1922. Quelques mois avant de mourir, Lénine avait pointé un jeune homme au nom de Staline pour secrétaire général du Parti communiste, un choix qu'il n'aura pas le temps de regretter. Alors, lorsque Lénine mort, il n'y avait que 2 choix qui semblaient possibles. Staline, le nouveau secrétaire du régime communiste, et Trotsky, qui avait été pendant longtemps le bras droit de Lénine. Lorsque Lénine mort, il ne semblait avoir que 2 choix possibles pour le nouveau leader de cette république. Staline, qui était devenu le nouveau leader du Parti communiste, et donc d'une certaine façon le leader de toute l'Union soviétique, et Trotsky, qui avait pendant longtemps été le bras droit de Lénine, qui était le plus populaire, grâce à son éloquence et ses longues années de fidélité au régime. Mais Staline, qui préférait travailler dans l'ombre, gagnait lentement du terrain. Dans les années 1920, celui-ci est un personnage mystérieux et peu connu. Dans 10 Days That Shook the World, un livre célèbre qui racontait les événements de la Révolution, Staline n'était mentionné que quelques fois. Donc, c'est définitivement une surprise pour plusieurs lorsque Staline bat son adversaire et devient le leader de l'Union soviétique. Trotsky est exilé au Kazakhstan et quelques années plus tard doit fuir en Turquie. Trotsky sera assassiné dans la ville du Mexique, 13 ans plus tard, par ordre de Staline. Staline est sans doute le personnage le plus connu dans l'histoire de l'Union soviétique. Cet homme, qui n'était même pas russe, mais plutôt d'origine géorgienne, devient le chef de l'Union soviétique de 1929 jusqu'à sa mort en 1953. Au début de son régime, Staline voulait rapidement industrialiser l'Union soviétique, car celle-ci était grandement dépendante à certains pays dans plusieurs domaines. L'économie russe était surtout basée dans l'agriculture et plusieurs fois ne pouvait même pas subvenir à ses propres besoins. La conséquence de ces expansions dans l'industrie était le collapse d'autres secteurs de l'économie par manque d'offres, par manque de capital ou par manque de clientèle. Un exemple de ces collapses serait peut-être la famine de 1932 et 1933. Le plan de 5 ans est la culmination des efforts de Staline pour industrialiser l'Union soviétique. Pendant le premier plan de 5 ans, de 1928 à 1932, la propagande a été utilisée parfois pour faire le peuple apercevoir l'industrialisation de l'Union comme une bataille, une guerre, qui devrait être gagnée à tout coup. De cette façon, la diminution des salaires ou l'augmentation des heures de travail était vue comme un sacrifice nécessaire pour le bien de la nation. Les personnes qui refusaient à se plier à la volonté du régime étaient donc aperçues comme des traîtres et étaient punies de cette façon. Tout au long de l'histoire de l'Union soviétique, les plans de 5 ans sont devenus une tradition. Chaque 5 ans, un nouveau plan était établi qui définit les efforts dans l'industrie et dans plusieurs autres domaines que l'Union soviétique cherchait d'atteindre. Voici quelques-uns de ces plans.
La Deuxième Guerre mondiale, l'événement qui a donné de façon permanente une place pour l'USSR parmi les plus puissants pays du monde et un événement qui a définitivement changé le cours de l'histoire. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, il est dans le meilleur des intérêts de l'Union soviétique pour rester dehors de la guerre. Pour accomplir cela, Staline signe le pacte Molotov-Ribbentrop le 23 août 1939. Ce pacte permet à l'Union soviétique de rester hors de la guerre et conserver des liens d'amitié avec le Troisième Reich. Hélas, le 22 juin 1941, l'Allemagne brise le pacte et envahit l'Union soviétique. Staline avait pendant longtemps refusé à croire que les Allemands briseraient le pacte, mais maintenant il était forcé d'accepter la réalité et se préparer pour la guerre. L'invasion nazie de l'Union soviétique avait dans son esprit une idée similaire à celle du plan Schlieffen lors de la Première Guerre mondiale. C'est-à-dire, après une victoire rapide dans l'Ouest, les Allemands espèrent pouvoir prendre les géants russes par surprise avant que celui-ci puisse mobiliser ses forces pour pouvoir finalement tourner toute son attention vers son principal ennemi, le Royaume-Uni. Hitler a même déclaré une fois: « Nous n'avons qu'à défoncer la porte et toute la structure pourrie s'effondra », faisant une analogie à la structure gouvernementale désorganisée des Soviétiques. Lors de l'invasion, l'Allemagne n'était pas seule. La Finlande et la Roumanie joignent l'Axis aussi par peur d'une autre incursion soviétique dans leur territoire, comme celle de la guerre d'hiver pour la Finlande et l'occupation soviétique de la Bucovanie. Au début, le plan Barbarossa, plan d'invasion de l'Union soviétique, avait eu un grand succès. Si les choses avaient continué de cette façon, les Allemands accompliraient leurs souhaits et l'Union soviétique tomberait avant le début de l'hiver. Par contre, après un mois de bataille, les Allemands se rendent compte qu'ils avaient grandement sous-estimé la puissance du géant rouge. L'avance allemande ralentit et avec cela, l'espoir allemand d'une guerre rapide. Le pire cauchemar des Allemands était arrivé. L'hiver allait commencer et les Allemands se voyaient répéter les mêmes erreurs qui ont précédé leur défaite pendant la Première Guerre mondiale. Ils sont forcés d'arrêter complètement leur tentative d'avance. Après l'hiver ardu, la guerre ne serait plus la même. Les Allemands sont fatigués et leur morale est basse, pendant que les Soviets de leur côté, étant déjà habitués au hiver russe, n'ont jamais été aussi prêts pour se battre. L'armement de l'Union soviétique s'est aussi beaucoup amélioré. Du côté aéronautique, les Soviétiques possèdent autant d'avions dans l'air que la Luftwaffe, et leurs bases sont plus proches et mieux soignées. Les T-34 russes est maintenant capable de rivaliser les Panzers allemands, et plus important de tout, les soldats de l'Union soviétique ne manquent plus de munitions ni de support d'artillerie. Il serait possible de dire que 3 grandes batailles ont décidé le destin de la campagne allemande dans l'Union soviétique. Premièrement, le siège de Leningrad, le 8 septembre 1941. Deuxièmement, le siège de Moscou qui commence le 30 septembre 1941. Et finalement, la plus célèbre, la bataille de Stalingrad qui commence le 17 juillet 1942. Parmi les batailles citées, la bataille de Stalingrad fut la plus fatale. En fait, elle a été la plus fatale de toute la Deuxième Guerre mondiale. Une vidéo entière aurait pu être dédiée sur son sujet, mais disons tout simplement que cette bataille est considérée comme le point tournant de toute la campagne allemande. L'Armée rouge sort victorieuse le 2 février 1943. L'été de cette même année, les Allemands avaient déjà été repoussés jusqu'à Kursk, dans l'extrême ouest de la Russie. C'est à Kursk que le Troisième Reich
subit encore une fois une défaite écrasante dans les mains de l'Union soviétique. Cette bataille deviendra connue comme la plus grande bataille des chars de guerre de l'histoire. En avril 1945, une année et demie après la bataille de Kursk, le drapeau de l'Union soviétique vole à Berlin. La capitale de l'Allemagne est tombée et le reste de l'Allemagne ne tardera pas à suivre. La plus sanglante guerre de l'histoire finit le 2 septembre 1945. Après la Deuxième Guerre mondiale, l'Europe se voit coupée en deux. D'un côté, les pays communistes du Pacte de Varsovie faisant partie de la sphère d'influence de l'URSS. De l'autre pays, les pays de l'OTAN, l'Organisation du traité nord-atlantique. La guerre froide commence en 1947 et prend fin en 1991 avec la dissolution de l'Union soviétique. Celui-ci est donc un sujet vaste et complexe, étant la plus grande période de l'histoire de l'URSS. Pour expliquer ces sujets de la façon plus efficace possible, nous allons donc réviser en 3 parties. La partie 1, ou catégorie 1, est la course aux armements, partie 2, la course spatiale, et finalement partie 3, les interventions militaires. La raison pour cette division est car la guerre froide n'est qu'un ça en fait, une compétition, un tournoi où les athlètes doivent compétir dans les différentes catégories dans ces cas pour trouver et où le victorieux sera le champion du. Il est important de noter que la course aux armements n'est pas tout simplement une course militaire, mais aussi une course industrielle, dans laquelle les États-Unis ou l'OTAN et l'Union soviétique, les parts de Varsovie, essaient de prouver leur suprématie industrielle et leur capacité de rivaliser en faisant n'importe quel produit, mais dans ces cas, des armements. La première partie, la course aux armements. La course aux armements est probablement l'événement le plus notable et dangereux de toute la guerre froide. Elle consiste tout simplement d'une compétition technique et militaire entre les deux plus grandes puissances de l'époque, les États-Unis et l'Union soviétique. La course aux armements mettait vraiment à l'épreuve le nom guerre froide, car l'idée d'accumuler de plus en plus d'armes est tout simplement de la folie, car si on augmente de peu en peu la pression, ça va finir tout simplement par exploser, et c'est pour cette raison, entre d'autres, que les interventions militaires dans d'autres pays existaient, une sorte de voûte d'échappement pour toute cette pression causée par la compétition militaire. Un des deux pays devait craquer sous toute cette pression, et finalement, ça a été l'Union soviétique. Le traité sur la dissolution de l'Union soviétique est signé en 1991 par la Russie, Ukraine et Biélorussie. 8 autres pays adhèrent plus tard. C'est la fin de l'Union soviétique.